d'une nouvelle promenade dans les bois aujourd'hui avec un loup qui n'est, je vous garantis, pas Garou, qui est certainement d'ailleurs peut-être pas un loup. De quoi on va parler aujourd'hui avec mon invité, Julie? On va parler d'âme, on va parler de passage, on va parler de passage d'âme. Ouh là là, ouh là là. Je ne vous en dis pas plus. Donc aujourd'hui, je suis ravie, mais alors ravie d'accueillir Julie. Julie, qui es-tu? Eh bien, coucou tout le monde. Alors peut-être que le loup, moi, ça serait plutôt, si j'étais un animal, une chouette des bois Ah ben voilà, c'est pas un loup, je vous l'avais dit. Et une chouette alors donc. qui aime observer tout en étant très discrète. Donc je suis une femme de 44 ans, je suis maman, je suis belle maman aussi. Oui. Je suis une femme en mutation, en évolution, qui observe, qui reçoit, qui écoute, qui accueille. En mutation. Alors ça veut dire quoi en mutation? Alors, en mutation, c'est très classique. Je pense qu'on l'est tous, hein. C'est-à-dire que je pense que dans cette vie-là, il m'a été donné l'occasion de vivre plusieurs états et de les vibrer intégralement, voilà, simultanément aussi. Donc un petit peu comme une étoile avec plein de ramifications, plein de branches, et puis avec un centre qui se charge et qui diffuse, alors parfois par le biais de plein de chemins différents, mais qui a un cœur bien fourni, un noyau bien fort, qui peut justement diffuser derrière tout un tas d'énergie vers des chemins complètement différents. Tu crois que tu crois qu'on est tous en perpétuelle mutation? Alors tu as employé le mot mutation, je vais employer un mot plus, je vais dire changement. Est-ce que tu crois qu'en fait on est tous systématiquement, depuis notre incarnation, depuis le chemin qu'on est venu faire ici, obligés d'être en changement? Enfin en tout cas qu'on nous y pousse. Alors, je pense qu'on déjà on a notre libre arbitre. Je pense qu'on est en évolution à des rythmes complètement différents. Parfois, on est en temps de pause. Il peut très bien sembler que dans cette vie, on ait besoin de justement de pas forcément aller au même rythme que les autres, de prendre conscience en même temps. Mais je pense qu'en tous les cas, d'une vie à une autre, oui, il y a on est amené, et d'ailleurs, je pense que dans notre inconscient, on est en mission d'évoluer, d'observer. Et même ceux qui vont peut-être paraître avancer moins vite ou pas du tout, et vont être observateurs, et ça va justement peut-être s'engager sur d'autres vies après, pouvoir analyser et conclure quelque chose pour entamer quelque chose de différent sur un autre chemin de vie après. Oui, parce que tu vois, quand tu parles de changement et de mutation, en fait, je pense comme toi évidemment qu'on est tous tout le temps sur des stades et à des strates différents et à des stades différents. Mais est-ce que quel est ton avis à toi sur le fait que parfois, puisque moi ça m'est arrivé, puisque peut-être toi c'était arrivé, enfin toi peut-être pas, mais on le vit et on le voit peut-être pas et on le réalise qu'après, tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans une sphère de changement, on est dedans et on ne l'observe pas forcément. Et on prend, comme je l'ai dit, sur des vidéos différentes, des coups de semonce et des enrichissements, c'est-à-dire ça peut être à la fois des moments de joie et puis des moments de grande douleur, de grande peine et de non-compréhension, mais on ne le voit pas systématiquement. Et c'est après qu'on le voit. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je pense que de toute manière, c'est comme la vie chemine, comme la parole chemine. Il y a parfois comme des échos qui vont nous faire comme des références sur justement sur des échos passés, sur des comptes rendus, sur des états de vie où justement on va se poser, on va observer ce qui s'est passé sans forcément bloquer sur ce qui s'est passé, mais Ouais. juste
en état des lieux, pour certains, d'autres non, mais toujours est-il qu'on évolue, enfin, j'emploie souvent ce terme, tu as vu, mais on évolue à des rythmes complètement différents et des méthodes différentes. Il y en a qui vont peut-être plus travailler sur l'esprit, avec le mental à leur manière pour peut-être se couper, et d'autres qui vont vraiment transcender de l'intérieur avec le cœur, il ne va pas forcément y avoir des explications tangibles, mais il va y avoir des ressentis. On ne peut pas forcément tout expliquer avec des mots, mais on va... Bien sûr. Et donc alors, Julie Chouette, et oui c'est vrai, tu es une chouette Julie, que fais-tu et dans quel domaine de vie tu mets cette philosophie de vie en application? Alors, je suis énergéticienne et passeuse d'âme. Je travaille beaucoup la télépathie justement avec les personnes avec qui je travaille. Bon, je travaille beaucoup avec on parle de. Je pense qu'aujourd'hui on va essentiellement parler des défunts ou des personnes qui sont passées de l'autre côté sur d'autres plans et avec qui j'accueille avec une écoute empathique et que je vais justement aider, accompagner à justement vibrer d'un état à l'autre. Ça serait quoi la différence pour les gens entre, tu parles d'accompagnement d'âme, donc, d'accord, à passer sur un autre plan. C'est quoi la différence entre ça et la médiumnité? Est-ce que ça veut dire que toi, ici, tu accompagnes pour aller sur un autre plan, alors que la médiumnité, c'est de l'autre plan, des réceptions d'ici, mais quelque part, ça se rejoint, c'est un peu aussi ce que tu fais, enfin, fais, le mot faire n'est pas juste, ce que tu reçois. Alors on emploie souvent des mots channel, des mots channeling, des mots canal, et ce jargon est un peu parfois galvaudé et non compris par tout le monde. Entre le canal, la médiumnité, le passage d'âme, ton explication sur cette différence? Oui, il se trouve que moi, je suis aussi médium, mais les passeurs d'âme, déjà, ça peut aussi correspondre à des gens dans notre incarnation. Un passeur d'âme peut très bien, c'est celui qui va accompagner d'un état à l'autre, qui va faire une transition. Ça va être des facilitateurs. Toi, tu vas être facilitatrice, tu vas être aussi passeuse d'âme. Un coach va être passeur d'âme. C'est quelqu'un qui va aider d'un état à l'autre à faire le pont, en fait, entre... deux niveaux de conscience dans notre incarnation, dans notre vécu, ou aussi le passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, du bas astral à la lumière. Alors, en général, c'est des choses qui peuvent se faire naturellement, et puis il y a des fois, il y a des besoins de coups de boost. Il y a besoin d'un coup de main, ça va être des propulseurs, ça va être... voilà. Et pour revenir, alors médium, canal, tout ça, c'est de toute manière, un médium, c'est quelqu'un qui va traduire, communiquer entre deux fréquences, de mondes, enfin justement le monde incarné et le monde entre guillemets, des morts, j'aime pas employer ce terme, mais bref, voilà. Donc le médium va justement va créer le lien. Et dans les médiums, il va y avoir justement ceux qui vont avoir des facilités pour transmettre des messages, d'autres qui vont être plutôt en communication avec des défunts, d'autres qui vont... en fait, voilà, tout ça, c'est une grande famille. La famille de passeurs d'âme, comme je te disais, dans le chemin de l'après-vie, moi, ça sera plutôt là. Je vais plutôt travailler sur des gens qui vont frapper à la porte, pour qui le passage est difficile, où il y a une autorisation, où on m'a demandé de frapper à la porte, c'est toi. Frapper à la porte, c'est toi. Alors, chez moi, il va y avoir alors là, c'est comment ça se présente. Chez moi, il va y avoir soit des défunts qui vont venir me voir lors comme ça, dans la journée, d'autres qui vont carrément frapper à la porte parce que justement, j'ai posé un cadre pour pas qu'ils viennent interférer sur ma vie du quotidien, du moment. Donc, je vais mettre justement un protocole. Bon, il y en a qui frappent pas du tout à la porte, qui viennent comme ça. Et donc, c'est une façon de parler, mais frapper à la porte pour dire, voilà, j'ai besoin d'un coup de main. Donc, il va vraiment y avoir une ouverture dans mon quotidien où je vais la consacrer justement à ces âmes qui ont un petit peu comme quelqu'un qui va prendre un rendez-vous pour un soin énergétique. Il va y avoir une ouverture destinée justement à certaines âmes bloquées qui ont du mal. En général, ces âmes-là sont des âmes qui ont
Alors pourquoi elles sont bloquées? Soit parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont mortes, soit parce qu'elles ont fait quelque chose de très lourd, de très grave, d'immoral et qu'elles ont peur du jugement, ou bien tout simplement parce qu'elles ont peur de quitter un être cher. Il y a des tas, on le sait maintenant, et ça a été assez bien, les gens commencent à connaître un petit peu ce monde-là, mais il va y avoir pas mal d'états. Ou alors quelqu'un, carrément, un guide qui va me dire, cette personne-là, il faut que tu t'occupes d'elle et il faut que tu t'en occupes. Et oui, puis, on parlait de ça tous les deux, oui. Oui, voilà. oui. Tant que, quand je dis frapper à la porte, c'est pour te dire que tant que je ne m'occupe pas de cette personne parce que j'ai mon quotidien, parce que j'ai ma vie de femme, de trucs, voilà, on va insister, c'est-à-dire qu'on va me faire des piqûres de rappel jusqu'à temps que je m'occupe de cette personne. Alors parfois, on a, comme je te disais, notre libre arbitre, on n'est pas disposé à le faire. Et puis, j'allais te dire, oui, j'allais te dire, alors comment gères-tu lorsque, mince, toi, tu n'as pas envie, voilà, ou tu peux pas, ou alors je déconne, mais alors tu es chez le dentiste, tu es assise et c'est à ce moment-là, c'est possible, et alors qu'en fais-tu? Alors, ça m'est arrivé une des premières fois où vraiment ça a été insistant. J'étais en train de faire un soin énergétique sur une personne et bien souvent il y a des défunts qui se présentent et je dis à cette personne, là j'ai un Georges qui est là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? La personne me dit non, pas du tout, ça ne me parle pas. Et puis le genre insiste. Et c'était c'était un militaire, un poilu de la guerre de 14-18. Et j'insiste, je dis, mais là, il y a Georges qui est là. Et puis la personne dit non, non, vraiment, je ne vois pas du tout. Et puis le Georges en question me dit non, non, je n'ai rien à voir avec cette personne. Donc, à ce moment-là, je lui dis, on se donne rendez-vous après, laissez-moi terminer le soin et puis on se donne rendez-vous après. Alors, il se trouve que c'était une personne, enfin un défunt du bas astral, mais qui se mettait dans un état un petit peu d'intermédiaire parce que je ne sentais pas la chose lourde. Il y a parfois des défunts qui vont frapper à ma porte ou qui vont sembler être dans une vibration, une fréquence très, 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 très lourde et pas forcément agréable, comme parfois on peut le sentir dans des lieux un petit peu chargés. Là, il faut du coup je me laisse vraiment, je m'en remets à mes guides. C'est comme si j'avais une équipe qui me disait là c'est bon, tu peux y aller ou là c'est pas bon. Et du coup, ça me permet moi d'avoir un partenaire de lumière, on va dire, qui va se charger de me dire si je suis en mesure ou si j'ai l'autorisation de faire cette âme bloquée. Il faut savoir que c'est pas un jeu. Il y a parfois, on est en phase, on est confronté. Je dis bien confronté parce que parfois c'est pas comme, c'est quelque chose d'assez impactant. On est face à des personnes, à des âmes bloquées qui sont très lourdes, qui ont fait des choses bien souvent immorales et puis parfois qui sont un peu perverses. Parce que là, je te parle de Georges, je peux te parler de pas mal d'âmes comme ça qui arrivent à communiquer, qui ont des blessures d'injustice bien souvent, ou des non-dits, ou des charges, ou même tout simplement des grosses tristesses. Et en général, ces âmes bloquées sont sur des lieux des états, des fréquences intermédiaires. Et puis, il y a ces âmes bloquées qui sont sur des fréquences très lourdes, qui ont un petit peu un côté pervers, qui se sentent, entre guillemets, encore exister dans cet état du bas astral, où elles vont en plus exister à titiller, un petit peu emmerder le monde, tu vois, et ça, même à faire peur, elles vont. Et du coup, le passage à la lumière n'est plus du tout dans leur intention. Et en plus de ça, elles ont presque fait un pacte avec elles-mêmes pour pas s'élever. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, et pourquoi viennent-elles te charger? Pourquoi viennent-elles te chercher alors? Est-ce qu'elles viennent donc, j'écoute ce que tu dis, est-ce que ces âmes viennent chercher une absolution, pardon du terme, chez toi ou pas? Non, je pense que déjà parce que le fait d'ouvrir une porte à ça, quand on ouvre une fenêtre, il faut bien le dire, quand les gens commencent à vouloir ou commencent à s'intéresser à ça, elles ouvrent une fenêtre. Oui. Et ouvrir une fenêtre, c'est faire aussi rentrer des choses, des gens, des états. Et si on est aussi un petit peu dans des états
fragilité ou de fatigue, on va attirer des fréquences basses. Quand on est sur du haut vibratoire, on va attirer des fréquences hautes. Étant donné une sorte de vocation que j'ai eue, puisque c'est quelque chose qui m'a été demandé clairement de m'occuper des âmes bloquées, régulièrement, on m'ouvre cette fenêtre vers des états de charge un petit peu, des fréquences lourdes. Et du coup, il va y en avoir qui vont me dire « Ah ouais, bon, alors c'est toi avec qui je dois… et voilà. Et en règle générale, passeur d'âme, enfin, l'âme circule de manière naturelle. Il y a parfois des passeurs d'âme qui ne savent même pas qu'ils sont passeurs, juste parce qu'ils ont cette vocation-là d'être dans l'échange, dans la communication, dans le besoin d'aider autrui. Et ça va être des passeurs d'âme. Et puis l'âme va passer, hop, elle va prendre l'ascenseur de la personne sans qu'elle s'en rende compte et tout se passe bien. Et puis il y en a pour qui c'est un peu plus lourd, qui vont s'accrocher à des personnes justement un petit peu, on va dire… qui ont une sensibilité, une connexion à ça, même si elles ne sont pas conscientes. Et puis, avec un petit coup de fragilité ou des petites émotions, elles vont s'accrocher, puis attendre le moment. Puis, ça va pas forcément… ça va pas prendre forcément le courant sur le moment. Et puis, il faut savoir que parfois, les âmes bloquées vont s'accrocher à des personnes pour qui aux blessures d'âme ou les parts d'ombre des personnes qui font écho à leur propre vie. Et parfois, tu as de ces âmes bloquées-là, comme ça, qui vont dire, bah, cette personne, elle a telle part d'ombre, là, ça fait un peu écho à ma vie, et je me sens bien dans cette part d'ombre. Et elles vont creuser, creuser, creuser. Et c'est là où, justement, quand on libère les entités ou quand on réharmonise et qu'on fait des soins énergétiques, on réharmonise tout ça et on comble un petit peu justement ces vides, on soutire des trop-pleins et au niveau des corps subtils, on enlève toutes ces miasmes d'entités qui se sont collées par rapport aux mémoires, aux parts d'ombre, aux souvenirs de… Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, je perds un petit peu le fil, mais c'est vrai que quand on commence à parler… perds le fil, c'est très très bien, perds le fil. Moi, je suis comme toi, je perds le fil, mais non, je ne perds pas mes moutons. Lorsque tu dis que parfois, tu viens de dire une jolie expression, je pense qu'il va parler aux gens, tu as dit, il y en a aussi qui prennent l'ascenseur de la personne sans qu'elle s'en rende compte. Ça veut dire que si on exponentielle ça, ça veut dire que des personnes, comme moi ou comme des gens qui nous regardent, qui forcément s'y trouvent un intérêt à cette conversation entre nous et à cette promenade, c'est parce qu'en fait peut-être déjà elles ressentent des choses, elles ont des intuitions, etc. Est-ce que prendre l'ascenseur pour une âme avec une personne qui ne s'en rend pas compte, est-ce que c'est systématique? Est-ce que la personne s'en rend vraiment pas compte? Attends, je fais mon téléphone. Oui, non, oui, bien souvent, alors il peut se passer, ça reste du subtil, donc parfois on va sentir des petites choses, hein, mais bien souvent les gens ne s'en rendent pas compte. Ça, on peut vraiment, l'ascenseur va se faire comme ça, de manière, ou alors la personne va être de toute manière dans une hypersensibilité ou de toute manière, oh bah zut. Pas grave, c'est des gens qui arrivent ça. Déjà depuis tout à l'heure, il y avait… La qualité, excusez-nous, mais la qualité est un petit peu faible, mais peut-être Julie et moi ne nous sommes pas seuls dans ces bois, n'est-ce pas? Certainement pas, parce que derrière toi, là dans le coin derrière, je te dirai plus tard. Mais Ah oui, dis-moi. Hello. Et oui, je t'en prie. Donc oui, je te disais, est-ce que forcément le fait, ces personnes sont nous, donc en fait, est-ce que c'est systématique, est-ce qu'on s'en aperçoit, est-ce qu'on s'en aperçoit pas? Tu dis c'est subtil et j'entends bien. Mais il y a quand même une vibration quelque part de ressenti. Alors, on va ressentir en général plus souvent les charges lourdes, hein, parce qu'il faut savoir que le bas astral, c'est des fréquences qui sont proches des nôtres. Vraiment, on va… et c'est bien là, parfois, les gens qui se disent « Ah, je commence à sentir des choses ils prennent conscience de leur, on va dire, sensibilité du subtil. Elles vont être accrochées au bas astral parce que c'est une sensation assez tangible. Je veux dire, on peut sentir carrément que ça soit physique, que ça soit… C'est quelque chose qui est proche de notre corps physique et on va sentir ces fréquences presque plus
que les hautes fréquences. C'est-à-dire que les hautes fréquences, on va sortir une vibration, quelque chose de vibrant, de lumineux, mais quelque part, ça va moins accrocher. Quand on commence à connaître un petit peu le bas astral, et c'est bien là le danger, c'est que les gens, justement, quand ils commencent à monter en vibration, ils ont l'impression d'avoir perdu leur connexion parce qu'ils sentent moins les choses. Et à cela, j'ai envie de leur dire, ben non, si tu montes en vibration, donc tu vas moins sentir le bas astral, tu vas aussi te protéger du bas astral, tu vas aussi créer une sorte de bouclier de lumière qui va transcender justement tout ce qui est énergie lourde et tout cela. Et donc forcément, tu vas peut-être moins sentir, et ce n'est pas pour ça que tu es moins connecté, bien au contraire, tu t'élèves. Mais les fréquences du bas astral sont vraiment des fréquences qu'on peut ressentir, je ne sais pas, ça peut être ça peut être du contact, ça peut être des bruits, ça peut être des voix, voilà, mais ça va être quelque chose en général très anxiogène, hein, surtout quand c'est des. J'allais dire des sensations plutôt de lourdeur déjà, ou voilà. Et puis ça va réveiller aussi des peurs, ça va réveiller des mémoires, comme je te disais, elles aiment bien elles sont pas plus fortes que, en fait, on leur donne de l'importance et de la force parce qu'elles vont réveiller en nous des mémoires d'ombre qu'on va leur donner et qui va faire écho à des peurs. Et bien souvent, on s'imagine être possédé, être de choses, alors que pas du tout. Il faut surtout remonter en vibration, se dire que ces âmes-là, déjà, il faut être assez catégorique hein, quand on est confronté à ce genre de sensations, quand on commence à s'ouvrir et que on ouvre un peu la fenêtre trop grande, on ne se rend pas assez compte de notre plein pouvoir, de pouvoir justement être catégorique et de dire non, basta, no way, on ne rentre pas chez moi comme ça. Alors, je voudrais vraiment insister sur quelque chose, Pascal, c'est que là, cette mode du Ouija, du spiritisme, toutes ces connexions-là sont très dangereuses. C'est comme je te disais, si on commence à ouvrir une fenêtre là-dessus, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et quand on le fait par jeu ou par curiosité, moi j'ai envie de dire, tant pis pour vous, quoi, parce que c'est pas un jeu. Et bien souvent, les gens vont se sentir très connectés à ce genre de fréquences qu'ils sentent pour fuir leur propre personnalité et l'occasion de monter en eux-mêmes en vibration. Et c'est un peu la fuite en avant, quoi. C'est-à-dire que je rencontre pas mal de gens qui ont l'impression de pouvoir, enfin qui ont pris entre guillemets le plein pouvoir de communiquer avec les êtres du bas astral. Or, franchement, moi, je mets un gros point d'exclamation de attention, c'est vraiment pas un jeu, quoi. À risque et péril. Hein, et puis c'est pas, il faut pas oublier qu'on est confronté aussi à des âmes qui sont en souffrance, des âmes qui ont vécu et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'amour. Alors moi, je ne sais pas qui c'est qui m'a amené dans ce territoire du bas astral à apporter de la lumière. C'est pas quelque chose où j'ai pas dit. Alors voilà, on y va. Vas-y, continue. D'où viens-tu? Voilà, on y va. D'où viens-je cette histoire de contact avec les défunts, c'est quelque chose qui me poursuit depuis toute petite. J'ai toujours souvenir de ces voix que j'entendais au moment de l'endormissement. C'est pas toute petite? Toute petite, on va dire 6 ans, ou quand on prend conscience. L'âge de raison, même peut-être avant. Je me rappelle qu'à 7 ans, j'avais décidé d'écrire un livre parce que j'étais persuadée que mon chat me parlait et j'avais décidé d'écrire quelque chose de ce que disait mon chat. Donc déjà, je commençais une sorte de canalisation. Quel âge ça? J'avais envie de te dire 6 ans, mais non, parce qu'on commençait à écrire, mais CE1, c'était vraiment l'âge. Je te rends compte, voilà. Enfin, CE1, quoi, au primaire. D'ailleurs, je suis retombée dessus quand je suis retournée chez ma maman. Là, j'ai un peu rigolé de voir les tournures, mais je me rappelle très bien. Tu faisais des fautes? Ah oui. Tu l'as retrouvée pourquoi? Parce que tu l'as gardée. Ta maman a gardé ça.
Alors, j'ai gardé tous ces petits carnets, même ces carnets de sorcellerie que je faisais, où j'inventais des potions ou des choses comme ça, où je me rappelle aussi d'un message que j'ai eu bien après que j'ai écrit, où je me disais, mais je sais que je ne suis pas seule, je sais que je ne suis pas seule. Alors après, il y a eu aussi à 8 ans, il m'est arrivé quelque chose assez, où j'ai rencontré, on va dire, un loup à deux pattes, où j'ai eu quand même quelque chose d'assez grave qui m'est arrivé dans ma vie et où au moment où je me demandais, donc j'avais 8 ans et demi, où je me suis demandé si j'allais vivre, survivre, de voix qui sont venues pour me dire ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, comme s'il y avait quelque chose en disant tu vas pas mourir. Et paf, la seconde qui a suivi, il y a eu une sorte de miracle qui m'a sauvée. Alors, je ne sais pas si, dans quelles conditions j'aurais pu terminer s'il n'y avait pas eu ce miracle, mais je me rappelle très bien de ces voix qui étaient en résonance d'une manière très forte, qui m'englobait un petit peu pour me protéger. Et tout ça, tout au long de ma vie, voilà. Et puis, je vais te reparler à 20 ans, à 21 ans. Et c'est vrai qu'en étant connectée tout le temps dans ces sphères-là, j'ai à un moment donné voulu couper tout ça, je pense à l'âge de 18 ans, où je me sentais vraiment pas en phase avec la société. Entre les deux, le collège, tout ça, le lycée, c'était encore prégnant? Oui, oui, très très prégnant. Très très prégnant. Déjà, je me sentais assez seule. Alors, mais comme une évidence, on va dire, il y a eu, je pense que j'ai dû parler de ces voix. Alors, c'est pas des voix qui prenaient le dessus sur le quotidien. On va dire, c'était plutôt des voix qui venaient dans les moments où j'étais seule, seule à la maison. Comme j'étais fille unique, j'étais souvent très seule dans ma chambre. Et on pouvait associer ça peut-être à un partenaire de jeu, quelqu'un qui est avec moi. Ça restait quand même pas, c'était quand même des vibrations assez hautes. Le rapport au bas astral, ça a été clairement accueilli chez moi plutôt quand j'étais maman, où j'avais une certaine maturité, où la vie, où déjà je faisais du magnétisme, où il y avait quand même quelque chose d'installé chez moi. Oui, parce que forcément, ça s'ouvre. Tu as raison, excuse-moi, je t'interromps avec la maternité. J'allais revenir sur une question pendant ce temps-là, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose que tu échangeais avec ta propre maman? Est-ce que quand tu parles de seul, hein, tu parlais, c'est quelque chose finalement qui est seul parce que peut-être on a des peurs de les communiquer, etc. Mais est-ce que toi, avec ta maman, tu parlais de ça? Très peu. Ma mère m'a toujours dit que de toute manière, ces voix, elles étaient normales. Voilà, c'est ça que je cherchais à tirer. C'est-à-dire que tu n'as pas eu, tu n'as pas eu des fermetures et des c'est n'importe quoi et des tais-toi et non, tu as eu de l'ouverture de la part de ton milieu familial. Non, par contre, je me suis rendu compte à 20 ans que c'était pas quelque chose que tout le monde avait, par exemple. Oui. Quand ma mère m'en parlait, elle me disait, mais oui, parce que tu es de tel signe, une astrologue avait dit que tu serais connectée de toute manière. Elle me rassurait sur des choses comme ça, mais je me suis bien rendu compte que ces voix, ces connexions, tout le monde ne les avait pas. Et j'ai fait un voyage en Afrique où je pensais me retrouver avec des gens comme moi, parce que plus ouverts dans ce type de croyances. Et un jour, j'ai partagé ces échanges-là de voix avec avec des gens que j'avais rencontrés en Afrique. Et ils m'ont regardé en disant « Oh là, mais toi, t'es pas normal !» Alors, je me suis dit « Ok, donc c'est pas tout le monde. » Voilà. Et je vais reprendre sur un truc, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à vraiment me parler de l'énergétique et de la puissance de ces voix qui ont commencé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tu vas t'occuper du bas astral, maintenant il faut que tu le fasses. Je me suis dit oh là, je vais faire une pause, je vais travailler l'ancrage. Et je me suis mise à arrêter tous les soins énergétiques et aussi tout ce travail de nettoyage de maison parce que justement, je travaillais sur le nettoyage de maison et je me suis consacrée à l'ancrage et au nettoyage de mon corps, de me connecter, de prendre du temps pour moi en me disant que de toute manière, je ne pouvais pas aider les autres si je ne travaillais pas d'abord sur moi. Et ça a duré peut-être 6 mois. Et puis, petit à petit, les gens ont commencé à sonner à ma porte pour des soins énergétiques, alors que je ne faisais même pas de publicité. Et encore 1 ou 2 mois sont passés, et là, il y a eu quelqu'un qui a été clairement une voix qui est venue en me disant que je faisais de la ségrégation
et que ce que je faisais de m'occuper des vivants et pas des morts, c'était pas cool et qu'il fallait que je reprenne le job. Et à ce moment-là, étant donné que j'avais fait un travail d'ancrage et que bon, d'acceptation quelque part, voilà, j'ai dit ok les gars, mais on va travailler sur un protocole où justement ça peut s'associer à ma vie de de mère, et puis parce que aussi j'avais une vie professionnelle, j'étais directrice de prod et j'étais dans le spectacle, j'étais comédienne à l'époque où je faisais des tournées et ça pouvait pas non. parce que sinon c'était le white total quoi, voilà. Donc là, j'ai commencé à travailler. Je me suis fait accompagner par des médiums justement parce que le bas astral, c'est peut-être pas c'est pas non plus. Alors c'est quelque chose de, c'est très touchant de pouvoir accueillir des âmes bloquées, de se dire qu'elles ont besoin, enfin avec vraiment elles ont besoin d'amour, mais il faut aussi apprendre à être sans jugement, prendre de la distance, accueillir, être vraiment dans une écoute empathique, parce qu'on est face à des bourreaux, à des gens qui ont fait des choses absolument horribles, tu vois. Il y a eu aussi... Le non-jugement, je pense qu'il est vital. Oui. Je crois que c'est la condition. Et j'ai pas appris à l'être. Il se trouve qu'on m'a demandé ce job-là parce que je pouvais être sans jugement. Et oui. Face à ça. Mais bien sûr, bien sûr. Quand tu parles d'ancrage, pour faire une petite parenthèse, le mot, toi et moi, nous sommes sur, et plein de gens sommes sur de l'accompagnement, plein de choses, et c'est un mot que je dis souvent aussi aux gens. Il faut travailler, il faut apprendre à t'ancrer, l'ancrage, je dis beaucoup aussi ce vocabulaire, et c'est pas toujours... c'est tellement facile de dire il faut que je travaille ça, il faut que je travaille ça. Tu entends ça aussi. J'ai plein de gens autour de moi qui me disent oui, je sais, je dois travailler, je sais pas moi, mon ego, je dois travailler l'estime de moi, je dois travailler la confiance en moi. Et pour ça, il faut que je manque. Et ces 6 mois d'ancrage dont tu viens de parler, vraiment, ça passe par quoi? S'ancrer, travailler sur soi. Ça passe par des rituels, ça passe par des lectures, ça passe par des méditations, ça passe par une discipline de quelque chose. Ça, c'est important pour les gens parce que c'est tout le sens que je dis aux gens, qu'on ne peut aussi avancer et être dans le soin à autrui quand nous-mêmes sommes suffisamment ancrés, suffisamment alignés. J'aime bien dire aussi ce mot aligné, aligné dans la verticalité, tu vois, être aligné dans sa verticalité. Mais être aligné dans sa verticalité, forcément, il faut que ça soit quelque chose qui passe et qui soit circulatoire et fluide comme en feng shui dans les couloirs. Et donc du coup, ça passe, je pense aussi, par une discipline de travail. Mais durant ces 6 mois, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, comme discipline de travail, comme rituel, pour t'ancrer? Ouais, alors quand je te parle d'ancrage, c'est vraiment voilà, je fais un raccourci, mais ça va plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas le tout de travailler sur soi, de son alignement, mais c'est aussi d'accueillir tout un tas de déjà appréhender aussi son hypersensibilité, d'accueillir ses pardons, de les observer. On va faire aussi, alors c'est vraiment une discipline, c'est-à-dire de le faire tous les jours. Alors il y a des fois on n'est pas en phase, on se dit bon bah je l'ai fait mais un peu en mode automatique. En tout cas, c'est une pratique quotidienne. Il s'agissait pas là de me transformer en grand sage, mais déjà d'accepter, de me connaître. Parce que se connaître, déjà, un sage, c'est pas quelqu'un qui est sans défaut, c'est quelqu'un qui connaît ses défauts. Et déjà, c'était déjà cet état de me mentir, de faire un état des lieux de qui j'étais, d'où je venais, et d'assumer totalement ce que j'appelais mes fragilités. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je l'assume pour l'instant. Il m'arrive souvent d'avoir des manques de confiance en moi, d'avoir des pertes de... Voilà, mais c'est comment appréhender ça et de se dire, je ne vais pas faire je ne vais pas faire la praticienne qui gère tout, qui maîtrise tout. Voilà, je suis telle que je suis et c'est parfait. Donc déjà, tu parlais de verticalité. Donc on n'est pas dans une histoire horizontale où on cherche la possession, d'avoir, d'acquérir tout, mais d'être dans une verticalité, de rentrer et d'écouter, un peu comme de l'alchimie. On rentre en nous-mêmes, on va accueillir, on va, tu vois, on passe par la combustion de notre être, et puis la séparation, et puis après on transcende, et puis parfois, hop, ça recommence. Donc déjà, il faut savoir que encore maintenant, je fais des écarts sur des choses, je suis loin d'être parfaite, loin d'être, et parfois mon ancrage, il est
un petit peu à chier, mais c'est pas grave, on travaille au quotidien, on met une discipline et toujours dans le verbe. C'est ce qu'on disait toutes les deux récemment sur ces espèces de douches spirituelles, de douches nécessaires, régulières. Ben voilà, comme se doucher, nous nous douchons pour être propres. Et en fait, c'est vraiment intéressant pour chacun de vous qui nous entendez de faire une pratique de douche pour être propre, même si après on se salit encore. J'emploie un petit vocabulaire un peu simplé, mais c'est tellement ça. Parce que voilà, on peut encore réceptionner des parties d'ombre, donc je vais dire des salissures, mais c'est pas joli comme mot, mais nos parties d'ombre, avec moi c'est pareil, je suis loin d'être quelqu'un de sage, qui sait tout, etc. Mon travail c'est de transmuter, de transmettre à autrui le plus possible tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends, tout ce que je reçois et que je transmute et que je transforme, et de quelle manière je transmute et je transforme, parce que je sais que ça fonctionne, donc les jeter au plus grand monde pour que après ils en font ce qu'ils veulent, mais vraiment c'est important, parce que on ne peut pas faire autrement. Tu ne pouvais pas faire autrement avant et que tu emploies les mots accepter, tu emploies les mots, j'écoutais encore il n'y a pas longtemps mon chouchou Lévi, qui fait expliquer vraiment ça, c'est que il parlait de la peur, par exemple, et où il disait, la peur, c'est notre création. Et la peur, c'est toi qui l'as créée, c'est ton bébé. Donc déjà, la peur, c'est juste t'arrange bien, admettons, mais déjà, accueille-la, baigne-la, vraiment l'accueillir, et ça change déjà les choses. Ça change déjà une vibration, parce qu'on n'est plus dans le refus. Et donc ça t'a permis, ce rituel, cette discipline, au bout de quelques mois, donc, de te sentir prête. Alors, j'ai employé le mot prête. Je me suis jamais sentie prête. J'ai toujours attendu que les opportunités. Je me suis tenue à disposition en me disant quand ça sera le moment, on me le fera comprendre. Exactement. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu aussi tout un tas de. Alors il y a une équipe, on va dire terrestre ou céleste, qui derrière me chapeaute, où j'ai vraiment senti un soutien avec des protocoles, avec des outils qui m'ont permis justement de cadrer ma manière de faire. Peut-être juste moi qui suis assez, on va dire, brouillon dans mes affaires personnelles. Là, c'était vraiment quelque chose sur un recentrage pour être efficace et vraiment à l'écoute. Et c'est vrai que tout cet ancrage m'a permis, en plus d'être ouverte à des synchronicités et des opportunités qui sont présentes, et donc des personnes. Je te jure que je n'étais pas dans la volonté de faire ça consciemment. Donc, peut-être qu'en arrière-plan, ça travaillait. Peut-être qu'en arrière-plan, il y avait cette mission qui était là, ce post-it en disant « elle va s'occuper oui. ». Et vraiment, j'attendais. De toute façon, si ça devait être fait, on me le soulignerait une fois, 2 fois, plusieurs fois. 3 fois. Voilà, et donc du coup, des médiums, des gens comme ça, où je ne les ai même pas sollicités, qu'on dit là, Julie, non, tu vas arrêter de faire ça, tu vas t'occuper de ça, voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'après, l'ancrage va nous permettre de monter en vibration, donc justement d'appréhender le bas astral d'une autre manière plus légère. Et d'ailleurs, au départ, ça me bouffait le quotidien, excuse-moi du terme, je ne suis vraiment pas polie, mais ça allait manger sur mon quotidien quand je faisais à manger à ma fille, quand je parlais aux gens. Et le fait de monter en vibration, de travailler sur soi, alors on travaille avec l'intention déjà, même si on n'y arrive pas tout de suite, on travaille avec l'intention d'y arriver, parce que l'intention, c'est déjà merveilleux. Et petit à petit, du coup, ça s'est agencé, ça s'est organisé. J'étais plus consciente de l'équipe de lumière qui venait justement m'organiser mon planning, et du coup même appréhender peut-être des âmes lourdes, hein, parce que j'ai rencontré des âmes très très lourdes, qui pourraient, quand je raconte un petit peu, alors parfois je le publie mais parfois je le publie pas, mais il faut quand même parfois un petit peu vraiment alors je le dis pas pour moi parce que justement il y a beaucoup de recul dans ma manière d'accueillir ces âmes-là, mais il faut quand même accueillir ces personnes qui vont nous mettre sur leur plateau ce qu'elles ont fait parce qu'elles ont besoin d'être dégagées de ça. Les 3/4 des âmes bloquées n'ont pas besoin, et même il y a des fois je suis catégorique, j'ai pas envie de connaître leur vie, et puis il y en a où on me demande une écoute empathique, et c'est cette écoute empathique là où je vais m'installer et je vais
écouter tout leur récit. Donc, il va y avoir des gens qui ont une personne qui a tué un enfant, qui l'a enterré avec les détails, enfin des choses comme ça. En tant que mère, parfois, il faut vraiment pas louper le coche à se dire ça, on prend du recul et on n'a aucun jugement. Et il faut en plus apporter de l'amour. Il faut en plus verser cette âme qui a eu ce besoin d'échanger cet état-là et qui a eu confiance en moi parce que c'est pas évident. Et puis il y a des fois, alors il y a eu d'autres rencontres assez douloureuses. D'enfants qui ont été assassinés. Donc, moi qui suis mère, là, je pense que c'est des expériences, il y a eu des expériences qui a été très dures pour moi en termes de, autant je pouvais prendre du recul sur les personnes qui avaient fait des choses immorales, autant accueillir un enfant qui errait et qui était en souffrance parce que qui savait pas où il était et en fait c'était un enfant qui a été enterré, assassiné, tout cela. Tout ça en tant que mère, c'est encore peut-être là où justement l'exercice a été dur pour moi. Et on m'avait prévenu, on m'a dit attention, cette porte-là, derrière cette porte-là, tu vas avoir quelque chose où on va t'aider, on va être à côté. Et d'ailleurs, les enfants que j'ai accueillis, j'ai toujours une équipe qui m'épaule et qui me dit attention, prends du recul, donc bienveillante derrière moi. Tu sais, à chaque fois, je te parle de porte parce que c'est un petit peu comme tu sais, le calendrier de l'Avent, là, où ça va être la surprise, tu vas ouvrir une porte et puis tu vas voir derrière, mais tu ne sais pas avant, tu sais, tu ouvres une porte à chaque fois. Et c'est vrai que bien souvent, c'est comme ça. D'autres fois, c'est des âmes qui vont frapper à ma porte d'une manière plus... Alors là, elles vont se mettre sur un état plus intermédiaire, moins lourde. Et d'autres fois, ça va être les âmes un petit peu perverses qui vont être... Alors, les âmes perverses, je ne cherche pas à les écouter en général. Je suis assez catégorique et je les balance directement. Tu viens de dire plusieurs choses sur lesquelles j'étais en train de réagir tout de suite. Donc en fait, c'est un peu la conversation qu'on avait toutes les deux il n'y a pas tellement longtemps. C'est que quelque part, là, tu viens de dire oui, voilà, un tel vient, etc. Et je dois. Mais au départ, finalement, tu as dit un grand oui, quoi. On parlait récemment toutes les deux sur un autre sujet de signer et de dire un grand oui. Mais tu l'as dit, le grand oui. C'est-à-dire que tu dis non. Tu dis non là tu viens de dire sur quelque chose d'un petit peu particulier, mais sinon quand on est venu te chercher, j'ai retenu ton post-it et en fait moi je dis toujours aussi, il y a des choses, ils attendent, on attend, le plan divin attend jusqu'à temps qu'on dise allez oui et je signe et un grand oui saint S-A-I-N et un grand oui saint S-A-I-N-T. Mais du coup, tu as dit oui, alors c'est normal aussi que tout ça, tu l'accueilles et tu as dit ton oui, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là pour les gens, c'est que peut-être dans toute cette conversation et cette promenade que l'on a, il y a peut-être des gens qui ressentent des choses, qui se disent mais moi je suis comme ça, ou je ressens bien ce qu'elle dit, ou j'ai tellement de résonance avec ce que Julie Caillebotte est en train de raconter. Et pourtant, moi, j'ai peut-être pas dit un oui, ou j'ai peur, ou voilà. Tu vois ce que je veux dire aussi. Alors, je rencontre des gens qui me disent ça, qui ont peur. À eux, j'ai envie de leur dire, mais vous inquiétez pas, vous décidez, vous restez maître de ce que vous voulez vraiment. Moi, je crois qu'il y a un mot qui m'a un peu titillé parce qu'il ne faut pas me provoquer là-dessus. C'est quand on dit que je fais de la discrimination. Alors là, c'est quoi? Moi, je fais de la discrimination. Bah oui, parce que tu t'occupes des vivants, mais tu t'occupes pas des morts. Et là, c'est pas cool. Et alors là, ce truc-là, je sentais bien que c'était sur. Alors, ça juge pas, mais c'était un mot qui devait venir en résonance. Qui devait venir en résonance là-dessus. Donc c'est vrai que le oui, il a été clair. Oui. Ok, oui, mais alors, vous m'expliquez comment? Comme je te disais tout à l'heure, on rentre pas avec des pleins pouvoirs dans quelque chose. On rentre et puis on a des infos, des outils. On commence à travailler ces outils. On commence à les affûter. On prend soin de ces outils. Comme on va prendre soin de son corps, on va justement appréhender une méthode et puis des informations. Et quand je te dis qu'il y a des âmes bloquées où je dis no way, c'est que je les passe à la lumière quoi qu'il en soit parce que ce n'est pas leur lieu, ce n'est pas leur vocation de titiller. Et par contre, voilà, quand je te parle qu'il y en a pour qui il y a une vraie écoute empathique, parce qu'il y a un besoin de décharge, voilà. Et à partir de ce moment où on frappe à ma porte pour une écoute empathique, bien souvent, enfin tout le temps, je dis oui, voilà. Et du coup, on va arriver tranquillement, effectivement, sur le où es-tu, en fait, mais
de ce fait, de toute cette conversation, il y a quelque chose qui me vient dans une question, c'est que, et que peut-être tu fais, j'en sais rien, est-ce que qui tu es et donc ce que tu fais, et le mot faire n'est peut-être pas juste, hein, mais c'est difficile de trouver un autre mot, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne, Julie? Le courant miracle dit toujours nous apprenons en enseignant et en enseignant nous apprenons, et le but c'est d'enseigner à des apprenants. Bref, est-ce que c'est quelque chose qui s'enseigne? Je ne dis pas que toi tu l'enseignes, mais alors je dis enseigner précisément et j'emploie pas le mot formation. Mais formation c'est quand même forme, donner une forme à, voilà ce que je veux dire. Donc, est-ce que ça signifie que, par exemple, des personnes qui souhaiteraient apprendre, se former à, se donner la forme à, d'être dans cette posture-là et de faire ce travail parce qu'ils le sentent au fond d'eux-mêmes? Est-ce que ça s'enseigne? Est-ce que si moi je te dis, j'ai envie de me former parce que je ressens des choses et j'ai envie de me former parce que tu es riche d'enseignement, tu es riche de conseils, tu es riche de garde, de mégarde, comment ça se travaille, etc. Alors, est-ce que… Moi, j'ai envie de parler de transmission à partir du moment où quelqu'un a besoin ou s'interroge là-dessus et qu'il a envie. Déjà, je vais transmettre le fait qu'on a son libre arbitre. On n'a pas à subir quand on est hypersensible et qu'on ressent les choses. Il faut déjà se dire que est-ce qu'on le veut ou pas, et à quelle dose on le veut, parce qu'après tout, on peut le vouloir un petit peu, on peut ressentir le besoin, mais après, on avance par étapes. Il faut aussi accepter d'avancer par étapes. Pour répondre à ta question, oui, je pense que ça s'enseigne, puisque moi-même, j'ai reçu des informations qui m'ont justement un petit peu orientée sur des méthodes, mais ces enseignements-là répondaient à ce que je ne voulais pas et ce que je voulais, c'est-à-dire ok, mais je veux pas que ça m'empêche de dormir, je veux pas que ça prenne le dessus, voilà, et je veux pas qu'on aille titiller mes parts d'ombre là-dessus. C'est-à-dire que ça, je faisais le travail sur le côté, mon travail de développement personnel, mon travail personnel, et je voulais pas que ça interfère. Donc, c'est comme, voilà, donc je mettais comme une sorte de cadre, parce que en plus, moi, j'ai toujours eu des horaires complètement variés, des boulots complètement différents, et c'est vrai que les horaires, c'est quelque chose, c'est des cadres comme ça dans lesquels j'aime bien m'installer, ça me rythme, et puis, ça me permet aussi de créer une dynamique. Voilà. Donc oui, ça s'enseigne, pas par une personne, mais par plusieurs protocoles, plusieurs enseignements, que ça soit… Pourquoi pas par une personne? En fait, ma question, elle était finaude. Hein. La question, c'était, et est-ce que toi, tu l'enseignerais? C'est-à-dire que j'étais en train d'avoir une image, là, comme ça, qui était un peu comme un code de la route, quoi. C'est-à-dire que tu sais bien conduire, tu sais bien… pour quelqu'un qui dirait, mais j'ai envie de passer mon code de la route avec elle. Alors, moi, je vais te dire plutôt, quand je te parle de transmission, c'est que je vais partager sur une conférence, par exemple, l'histoire de mon expérience qui va correspondre à mon protocole de passeuse d'âme. Il y a autant de protocoles ou de passeuses d'âme. Enfin, tu vois, c'est comme les médiums, on a tous chacun notre vision de voir les choses et comment on les a appréhendées, comment on l'a associé à notre quotidien, à notre vie. Et par contre, la transmission face où justement je vais transmettre mon vécu, tout ça va apporter des informations aux personnes qui en ont besoin, qui veulent apprendre. Après, la méthode, c'est à force déjà de poser les bonnes questions. Quand on transmet, on apporte quelque part son point de vue, mais on ne va pas enfermer dans une façon de faire. Ok. Et alors sinon, donc chouette Julie, Julie chouette, dans quel arbre, sur quelle branche tu crèches? Où es-tu et où es-tu, ça veut dire aussi, à part ceci, donc on a bien compris que les gens pouvaient aller à la rencontre Julie pour des âmes, mais peut-être aussi des gens ici qui auraient envie de te contacter pour entrer en contact avec toi sur plein de choses. Mais je crois que tu as une autre part aussi qui est importante.
sur lequel, en fait, les gens, maintenant qui ont découvert tes vibrations et qui tu es, dans ton essence, tu as une autre partie, et tu l'as un peu évoqué, c'est sur les soins énergétiques. Donc, où les pratiques-tu? Oups, là, où les pratiques-tu? Et comment on peut t'y joindre, etc., etc. Alors moi, je suis sur la région dans le Tarn, à côté de Toulouse, à Rabastens. Et en termes de pratique, je travaille énormément sur des soins à distance. C'est quelque chose déjà que je fais depuis très longtemps. J'arrive vraiment, c'est quelque chose, une pratique dans laquelle je me sens bien. Alors quand je travaille sur des lieux pour décharger des mémoires ou pour nettoyer des lieux, je travaille souvent à distance. Pour les soins énergétiques, pareil. Bah, en plus là, avec cette histoire de confinement, Oui. ça, je trouve que ça a aussi du sens pour les gens. Ça a pris de l'ampleur, bien sûr. Oui. Voilà. Et là, actuellement, je vais travailler sur la Bretagne avec quelqu'un qui habite en Bretagne, sur Paris. Tu voyages comme moi, hein, tu voyages à distance comme moi. Les molécules circulent à partir du moment où elles sont connectées, elles interagissent à des distances. Donc, les soins énergétiques, en fait, au final, on te contacte. Donc, Ouais. je mettrai les liens en dessous sur le site de Julie, sur ses coordonnées, sa page Facebook, etc. On mettra tous les liens. Et donc, voilà, les gens peuvent te contacter et on prend rendez-vous avec toi, etc. Et on va arriver au bout. Je ne sais pas faire moins, on ne sait pas faire moins de 50, c'est terrible. Je devrais les raccourcir, mais je pense que les gens, voilà, c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur une petite chose qu'on a un tout petit peu zappé, et je pense qu'on n'a pas à zapper ça, c'est que Julie Caillebotte, c'est aussi Princesse Pénard, quand même. Donc, pour un certain nombre de gens qui connaissent, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, j'aimerais vraiment que tu ouvres le volet Princesse Pénard et ce qui s'y passe en ce moment. Alors, on n'a plus le temps de dire d'où ça vient, de pourquoi, de Lilou Massé, de merci Lilou Massé, des cahiers d'émission de vie et toute la communauté, merci, merci. En tout cas, aujourd'hui, tu es rendu à un chemin concernant cette branche-là, cette branche d'arbre-là. Est-ce que tu peux quand même nous parler de ce qui va se passer avec tes formidables et jolis, merveilleux dessins et comment ils se sont transformés en quelque chose de très concret et avec ce que tu fais? Alors, Princesse Pénard, c'est la Julie illustratrice qui utilise, on va dire, l'outil du crayon, du dessin au trait assez simplifié pour faire ressortir une émotion. Parfois, c'est des dessins en fonction d'une personne qui va ressortir un petit dessin vibratoire où j'associe souvent des canalisations qui vont avec. Et c'est vrai que ça m'a permis justement de aussi canaliser autrement que des mots, autrement que des sons, voilà. Et là, c'est plutôt des dessins qui vont vibrer sur du développement personnel. Il se trouve que Très Daniel a liké Princesse Pénard, et du coup, je suis partie sur un coffret sur le thème du pendule, Yes. voilà, avec des cadrans de radiesthésiste illustrés par Princesse Pénard. Donc, associer l'illustration au développement comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi qui me complète amplement. Et donc, du coup, ce que tu es en train de dire, je le répète, donc tu as donc créé spécifiquement avec tes dessins un coffret avec des oracles, pas des oracles, excuse-moi, avec un pendule qui sera dedans. Oui, non. Le pendule, il sera dedans, oui. Il sera associé. Il y aura une trentaine de cartes de radiesthésie pour travailler aussi bien. Alors, comme moi, je travaille beaucoup le nettoyage de maison ou avec les éléments ou avec les esprits de la nature. Il va y avoir pas mal de cadrans liés à la géobiologie, mais aussi des cadrans assez classiques comme quel temps il fera, quel jour. Il va y avoir aussi des cadrans de lithothérapie, justement, sur la pierre, sur les fleurs de bac. Ce que j'appelle des cadrans de soins avec plusieurs, voilà. Et en tout, une trentaine de cadrans comme ça, associés avec un pendule qui sera fourni. Normalement, tout ça, ça va sortir fin de l'année, début de l'année prochaine. Aïe, cadeau de Noël. Cadeau de Noël, c'est possible ça? Je note, cadeau de Noël pour Pascal, cadran Julie. Oui, enfin, fin d'année ou peut-être début d'année. Question, parce que j'essaie de ressentir, de me mettre dans l'empathie des questions que les gens pourraient se poser, donc j'essaie de les recevoir. Donc ce coffret, quand tu dis cadran, hein, c'est donc ce demi-cercle pour les gens qui... Oui, voilà.
D'accord. Les pendules seront tous les mêmes pour les gens? Oui. Ok. Et donc, il y aura une petite explication pour les gens qui sont néophytes, mais qui voudraient appréhender. Ah oui, il y a un accompagnement au niveau, il y a un livret explicatif qui est associé à ce cadran. Donc, un débutant peut complètement prendre ce coffret pour apprendre à se servir d'un pendule. Ouais, tout à fait. Et puis ça peut aussi servir. Alors moi qui utilisais pendant longtemps le pendule, ça peut être aussi des cadrans de base pour des gens qui ont l'habitude de la radiesthésie. Et d'ailleurs, je parle du pendule, mais tu sais qu'on a tous notre antenne intérieure, et si on n'a pas de pendule et que le pendule c'est pas l'outil, on peut aussi travailler avec la télépathie, avec la oui, mais kinésio. non, il faut acheter ton coffret. Non, on ne peut pas travailler autrement qu'avec ça, Julie. Mes cadrans vont marcher aussi avec d'autres méthodes que voilà. Ces cadrans-là, tu peux très bien poser les mêmes questions et recevoir une réponse puisqu'on est sa propre antenne. Voilà. Ils pourront être utilisés dans l'habitat, sur soi, dans l'habitat. Ah, sur soi, à l'habitat, ouais. Oui, tout à fait. Okay. Ça, c'est cool. Bien, et bien, nous arrivons à 54. Et bien, ma petite chouette Julie, c'était merveilleux cette petite balade par beau temps, parce que moi, j'aime bien, quand je fais ça, j'aime bien aussi être en face d'une fenêtre parce que ça me résonne aussi. C'est une promenade dans les bois et ça me résonne de temps en temps de voir tous ces bois et tout ce vert que j'ai en face de moi. Merci, 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 Julie Caillebotte, Princesse Pénard. Tu préfères qu'on t'appelle Princesse Pénard, Julie Caillebotte? Qu'est-ce que tu préfères? J'aime bien, les deux, j'aime bien. Ça me fait rire. Princesse Pénard, c'est le côté un petit peu rigolo, ouais. Quoi. Donc, je mettrai tous les liens en dessous. Vraiment, merci, merci à cette jolie chouette d'avoir, de vous avoir offert ce moment et cette promenade avec moi, Pascal Marie, dans les bois. Je vous remercie vraiment. À tout vite. Il y en a une autre de prévue, forcément. À tout vite. Merci, merci. Merci.